Salutations à tous, premier rendez-vous de ce format. Le format c'est Parcours Ciné. L'idée c'est avec un invité qui a la gentillesse de venir s'exprimer sur la chaîne, de retracer un petit peu, de retirer un peu le fil pour remonter aux origines de sa cinéphilie, tout simplement de nous parler de son parcours ciné. Premier invité, je remercie notre ami Chalao, que beaucoup d'entre vous connaissent par le biais des commentaires ou par le biais des vidéos qu'il a pu faire sur la chaîne du Beau Parleur, sur un sujet spécifique qu'il abordera, qui est le cinéma indien. Moi, j'ai pu apprécier la qualité de ses commentaires et après, en discutant avec lui, apprécier aussi la personne et puis le cinéphile averti qu'il est. Donc, encore une fois, merci à lui. Et puis, la parole est à toi. Bonsoir, Chalao. Salutations. Eh bien oui, c'est vrai que moi je suis passionné de cinéma depuis ma plus tendre enfance ou presque, et c'est vrai que il m'est arrivé de réfléchir un petit peu à ça. Je pense que tout a commencé quand j'étais petit, parce qu'il faut savoir que mon père était technicien vidéo, il travaillait dans une chaîne de télévision locale, régionale, qui est à Monaco, et donc il avait de nombreuses cassettes vidéo à la maison, généralement des films copiés à la télé. On suivait le programme télé, les films qui passaient, on regardait beaucoup de cinéma populaire, des comédies françaises, des films d'action hollywoodiens, du type production Joel Silver. Et donc, forcément, au début, moi, je ne réfléchissais pas aux films que je voyais, je regardais les films. Mais je pense qu'à l'époque, dans les années, fin des années 80, années 90, il pouvait quand même passer, pas que des films récents à la télé, il y avait des films anciens, dans le cinéma populaire, il pouvait passer La mort aux trousses d'Hitchcock, par exemple, de 59, il le passait en prime time sur FR3, ou sur la même chaîne, il pouvait passer Regain de Pagnol, qui doit être de 37, et donc, oui, j'aimais bien le cinéma populaire assez varié, ça c'est plutôt l'enfance, on va dire, et puis peut-être que un tournant, c'était, moi j'étais vers le collège, il y a eu la mort presque coup sur coup de Jean-Louis Barrault et puis de Marcel Carnet. Alors c'est peut-être à 1 an et demi, 2 ans d'intervalle, vers 94-96. Et là, contrairement à d'habitude, qu'ils avaient déprogrammé, ce qui est assez rare, les films du soir, et pour passer à la place, au dernier moment, un film de Carnet, un film de Jean-Louis Barrault, en gros, Les Enfants du Paradis, par exemple, il avait passé à la télé, le film de 3 heures, qui reste l'un de mes films préférés. Et donc, mes parents m'avaient autorisé à regarder un film la veille d'un jour d'école, ce qui était très rare, plus un film de 3 heures, et un film très ancien. Et moi, ça m'avait quand même marqué pourquoi ce film très ancien était si important que ça. Et donc, c'est vrai que depuis, j'ai un petit peu aussi développé un amour de ce vieux cinéma populaire français, très dialogué. Donc là, voilà, c'était un peu le début du collège. Et progressivement, j'ai commencé à m'intéresser plus au cinéma vraiment, c'est-à-dire, entre guillemets, à regarder les films par réalisateur, pas seulement par star, comme du cinéma commercial. Et donc, j'empruntais à la médiathèque, je pouvais emprunter des films, et j'empruntais des films notamment d'auteurs français, par réalisateur. Alors, du Henri-Georges Clouzot, c'est mon cinéaste français préféré d'ailleurs, toujours. Puis j'empruntais des films, je faisais tous les films de Truffaut que je pouvais trouver, du Chabrol, du Blier. Bon, il y a plein d'autres, de Claude Miller. Plutôt du français un peu ancien. Aussi quelques réalisateurs de l'âge d'or d'Hollywood comme Hitchcock, Orson Welles, même si ça c'est pas ma période préférée, mais je connais moins en tout cas. Et donc voilà, courant du collège, plutôt à la fin collège, début lycée, je continuais en regardant des films comme Pulp Fiction en 94, la fin du collège. Ça m'avait vraiment marqué. C'était même mon film préféré pendant quelques années à l'époque. Et c'est d'ailleurs un film qui m'avait rapproché avec mon père, tout comme les films de type Arme Fatale, on peut regarder aussi ensemble. Ensuite, quand j'arrive au lycée, là c'est Sergio Leone, donc Il était une fois dans l'Ouest, qui est qui a remplacé un petit peu Pulp Fiction en tant que mon film préféré. On est toujours dans la période cassette vidéo pour l'instant. J'avais des copains de lycée aussi, je repense à ça. On échangeait des conseils de cinéma. Alors, ils aimaient plutôt des cinéastes américains, anglo-saxons, baby boomers, plutôt du cinéma des années 70-80. On les appelait un peu les cinéastes starbés. Il y avait des cinéastes plutôt fantastiques comme Romero, Carpenter ou certains films de Cronenberg. J'ai peut-être un peu moins creusé Lynch ou Terry Gilliam, Argento. Et donc, oui, voilà, chaque cinéaste, il a vraiment un univers, il a une patte, il a quelque chose de fascinant. Et progressivement, c'est peut-être là où je commençais à avoir de vraies discussions sur le cinéma avec des gens. Vous pouvez discuter des heures entières de cinéma
Donc forcément cinéma américain, cinéma français un peu plus ancien. C'est aussi plutôt vers la fin du lycée où avec mon père on a commencé à louer des films au vidéoclub et il y avait des vieux Bronson, les cassettes étaient déjà anciennes, hein, des séries B des années 80, diverses choses. On avait notamment loué des films de John Woo qui commençaient à sortir, à être connus un peu en Occident, en tout cas dans l'Occident mainstream. Et je me souviens qu'on avait loué À toute épreuve et The Killer de John Woo, donc en gros ces chefs-d'œuvre hongkongais. Mais ces films, c'était des cassettes de qualité moyenne, et il y avait un mauvais doublage, je trouve, hein, l'acteur Chow Yun-fat avait un doublage qui n'était pas très bon, et du coup, je suis peut-être un peu passé à côté de John Woo, parce que malgré la qualité de l'action, je suis pas rentré dedans, et c'est vrai que là, c'était un rendez-vous manqué, peut-être avec le cinéma asiatique, pour la première fois. Et donc, par contre, en parlant de cinéma asiatique, cette période de lycée, ma porte d'entrée dans ce cinéma, c'était plutôt le cinéma de Kitano. C'est un ami, un après-midi chez lui, il m'a dit « Tu connais Kitano, j'ai une cassette vidéo, faut absolument que je te montre ça, n'est-ce pas ?» Et donc, il m'a montré un Kitano, je me souviens plus si c'était Sonatine ou Anabi, mais là, c'était une grosse claque. Le cinéma nippon, là, c'était vraiment le début d'une passion pour moi. Ces films tragicomiques, avec de la violence, avec quelque chose de contemplatif, en même temps de sardonique, de très accessible. Et donc Kitano, c'était devenu l'un de mes cinéastes préférés. Depuis, j'ai vu à peu près tout ce qu'il avait fait, en tout cas avant ces films-là, ces films de sa grande époque-là. Je suis allé voir Aniki en salle en 2000, forcément, ça restait l'un de mes films préférés. Et donc, j'ai notamment commencé à apprécier ces films de Yakuza, de Kitano, avec des codes d'honneur, avec quelque chose qui tranchait tellement avec les films de mafia américains, italo-américains qu'on connaissait. Donc, le cinéma japonais, c'est vrai que c'était l'un de mes préférés. Je connaissais que avant que quelques vieux Kurosawa d'auteurs intéressants, mais j'avais un peu la politesse de l'amateur de cinéma d'auteur, mais qui connaît pas trop, qui n'apprécie pas tant que ça. Mais donc voilà, Kitano, c'était plus accessible, hein, c'est un baby boomer qui est plus jeune quand même que Kurosawa. Et là, c'est la période fin du lycée où faut pas que j'oublie aussi de parler de l'arrivée du DVD, parce que l'arrivée du DVD pour moi c'était vraiment quelque chose d'important, puisqu'on n'a plus la cassette à rembobiner, puis le DVD, voilà, il y a d'autres avantages. On peut choisir de regarder avec des sous-titres français, même un film hollywoodien récent, même un film, n'importe quel type de film, alors qu'avant on n'avait pas toujours le choix. Et voilà, il y avait des making-of, des bonus dans les DVD, et ça c'était vraiment une révolution hein, pour les amateurs de cinéma. Justement à cette époque, hein, il y avait un copain à moi, un copain de lycée, puis de fac, qui m'a fait découvrir d'ailleurs, c'est une rencontre, c'est une amitié qui est presque née avec cet ami qui m'a conseillé le cinéaste Tarkovsky, puisqu'il m'a dit c'est mon cinéaste préféré, Tarkovsky. J'ai dit je connais de nom, et bon là j'ai découvert que bon c'est resté pour moi le poète du cinéma avec Angelopoulos. C'est un peu des cinéastes contemplatifs, orthodoxes, poétiques, qui sont formidables. Et donc cet ami-là justement, il m'avait également dit qu'il achetait des films en DVD, et puis il achetait des DVD de cinéastes japonais que je ne connaissais pas, hein, qui n'étaient pas très connus, même en écoutant les critiques français. Alors il me parlait de Takashi Miike, de Shinya Tsukamoto. Et en fait, il me disait que il achetait des DVD de ces cinéastes parce que c'est des cinéastes qui étaient un peu underground, même au Japon, et qui n'avaient quasiment sorti aucun film en salle en France. Et même certains de leurs films n'étaient même pas sortis en DVD en France. Et donc, il avait des DVD français ou même des DVD américains zone 1. Donc, par la suite, j'ai eu un lecteur dézoné, un ordinateur pour lire, voilà, des DVD de films asiatiques rares avec sous-titres anglais. Et donc là encore, des grosses claques. Je découvre Shinya Tsukamoto, qui est le Cronenberg japonais, un petit peu. Cinéaste cyberpunk, séminal, qui est tout à fait surprenant. Et surtout son ami, qui est aussi né vers 1960 comme lui, Takashi Miike, qui est un cinéaste prolifique, qui a fait depuis plus de 100 films en tout. Et Takashi Miike, il a réalisé notamment des films de Yakuza, tirés de manga, tout à fait surprenants. Et là encore une fois, comme j'aimais beaucoup les films de Yakuza, ça m'a vraiment marqué. Il est resté d'ailleurs l'un de mes cinéastes préférés. En gros, Miike, c'est une sorte de poète de l'excès pasolinien, tout à fait nippon, hein, il n'y a pas d'autre mot. Et donc c'est vrai que c'était encore des rencontres marquantes.
Et donc je continue toujours, j'avais 22 ans, j'étais jeune homme, début des années 2000. Et là, c'est une autre période de ma vie. Je me trouvais en Europe centrale, à Vienne, en Autriche. Et il s'est passé certaines choses, mais surtout, ce qui est bien, c'est qu'à Vienne, ils ont une cinémathèque qui est excellente, qui s'appelle d'ailleurs le musée du film, c'est le Film Museum. Et cette cinémathèque qui est située dans l'une des ailes d'ailleurs du palais impérial de François-Joseph. Donc c'est un grand monument, et à l'intérieur du monument, qu'on appelle la Hofburg, il y a le musée du film, donc la cinémathèque. Et alors j'allais souvent à cette cinémathèque, et ils faisaient des rétrospectives nippones avec des films parfois sous-titrés en anglais. D'ailleurs j'ai amélioré mon anglais en lisant les sous-titres. Et entre autres cinéastes japonais que j'ai découvert là-bas, il y avait un cinéaste qui s'appelait Kinji Fukasaku, et qui était un peu connu en Occident parce que peu de temps avant, en 2000, il avait sorti son Battle Royale, une sorte de teen movie violent et sardonique avec Kitano qui fait l'acteur, et qui était un film très très cinglant, voilà, un film très surprenant. Mais Fukasaku, j'ai découvert que ce cinéaste de films de genre injustement méconnu, il avait fait dans les années 70 de nombreux films de l'un de mes genres préférés, le film de Yakuza, encore une fois. Il en tournait 2 à 3 par an avec des musiques morriconesques. C'est un cinéaste qui a une sorte de romantisme désespéré, qui a une violence cathartique. Bref, pour moi, c'est le Peckinpah japonais que j'ai découvert presque en mieux, puisque je trouve qu'il y a une carrière presque meilleure, avec plus de grands films tournés en seulement quelques années. Mais donc, voilà, je commençais à trouver que ce genre, le film de Yakuza, c'était un petit peu vraiment l'un de mes préférés. Fukasaku, après Kitano et Takashi Miike, ils formaient un petit peu le podium de mes cinéastes japonais préférés, tout simplement. Ça reste d'ailleurs parmi mes cinéastes préférés de tous les temps. Donc je parlais de cette cinémathèque, il y avait pas mal de rétrospectives asiatiques, presque uniquement japonaises. C'est vrai que le cinéma japonais est important, mais un jour, ne voilà-t-il pas qu'ils font une rétrospective Bollywood? Alors j'ai beaucoup hésité, il y avait une quinzaine de films d'époques variées, mais finalement j'ai tenté, et c'était une telle émoi, une telle surprise que j'ai vu la quasi-totalité des films, des films des années 50, plutôt des fresques lentes mais belles à la David Lean, mais avec des chansons, forcément, à des grosses productions beaucoup plus récentes, qui étaient très récentes à l'époque, donc des films de 2000-2001, comme de grands mélodrames musicaux, qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on croyait ce qu'on pensait de ce cinéma musical. Et c'était moins des comédies musicales que de grandes romances musicales ou des mélodrames familiaux musicaux, avec une musique vraiment de qualité, que je trouve pas trop très subjectivement dans les comédies musicales de l'âge d'or d'Hollywood. Et donc, vraiment, il y avait aussi, entre autres, un film de gangster. Il y avait déjà découvert qu'ils avaient en Inde une industrie du cinéma, et seulement l'industrie indie de Bombay, Bollywood, une industrie du cinéma exceptionnelle, puissante, avec c'est un pôle chaud. Si Hollywood est un pôle froid, un cinéma de genre très très précis, eh bien là Bollywood c'est flamboyant, on s'épanche, et bref, peu de temps après à Vienne, puis ensuite de retour en France, j'ai dégoté des épiceries indiennes où je pouvais louer des films, acheter des films en DVD. D'ailleurs à Vienne il y avait le Gandhi vidéo, c'était un certain monsieur Gandhi qui vraiment me louer des films, si ce n'est pas une plaisanterie. Et donc, bref, j'ai regardé de nombreux films, j'ai contacté un ou deux sites internet, surtout le site Fantastic India, qui existe toujours d'ailleurs, où j'ai chroniqué des films indiens. Et voilà, pendant la décennie 2000, c'était vraiment mon truc. J'en regardais certaines années presque plus que des films américains. J'en chroniquais. Ensuite, et c'est là où ça se tasse peut-être un petit peu, ou peut-être que je devrais être plus curieux, fin des années 2000, ce n'est plus pour moi l'âge d'or du cinéma indien, ni du cinéma asiatique d'ailleurs. J'aimais bien le début des années 2000, dans certains films de réalisateurs japonais que j'ai déjà cités. Fin des années 2000, j'arrête presque je regarde beaucoup moins de films asiatiques, donc j'arrête d'en chroniquer pour le site Fantastic India. Bon, c'était quand même une époque que j'aimais bien.
Et puis ensuite, depuis, ça devient un petit peu plus calme. Depuis une dizaine d'années, j'ai peut-être eu un peu moins de grosses claques. J'ai découvert peut-être un peu moins de chefs-d'œuvre absolus du cinéma. Mais bien entendu, depuis des années, je revois beaucoup de films que j'ai déjà vus il y a plus ou moins longtemps. Donc je vois peut-être moins de films nouveaux, sauf quand je vais en voir en salle. Mais par exemple, je révise de nombreux films du Nouvel Hollywood et je redécouvre même des films. Par exemple, des films comme Délivrance ou bien des Friedkin, dont je me souvenais que c'était de bons films. Bien, je les redécouvre et je m'aperçois que ce sont des chefs-d'œuvre, hein, en tout cas à mon goût. Un peu pareil pour Michael Mann, un cinéaste qui est relativement sobre. Et je croyais qu'il faisait seulement des bons films, des bons polars à voir l'après-midi. Mais en fait, j'ai redécouvert Mann et je me suis aperçu que depuis assez peu de temps, depuis un an, parce que c'était devenu mon cinéaste préféré, un cinéaste du fond et de la forme, avec des thématiques fortes, une sorte de Melville, mais avec des personnages plus incarnés. Donc voilà, j'ai revu les De Palma. Donc j'ai un petit peu révisé des classiques de l'âge d'or d'Hollywood, surtout les westerns, hein, ça c'est mon genre préféré de l'âge d'or. Et donc je garde aussi toujours dans les vieux films une préférence pour les vieux films français, cinéma populaire, bien dialogué, plutôt des années 30 à 70 en gros. Alors que le cinéma américain et japonais et asiatique, je préfère le cinéma un peu plus récent, le cinéma qui a 50 ans ou moins de 50 ans. Et donc, en gros, si je dois parler de vraies nouveautés, en gros, depuis une bonne douzaine d'années, c'est plutôt des séries, parce que sur le tard, vers 2009, avec des séries de Canal+, mais là on sort du cinéma, j'ai vu des séries qui avaient des qualités cinématographiques dans le fond, dans la forme, des séries qui étaient produites par des réalisateurs de cinéma, en France comme aux États-Unis. Mais bon, pour moi, sauf exception, une série, ça restera quand même, malgré des qualités de psychologie des personnages, moins dense et moins parfait, moins puissant qu'un film ramassé sur 2 heures seulement ou sur 3 heures. Mais sinon, je me suis mis aussi tardivement à du documentaire, plutôt des documentaires de long métrage, documentaires français comme de Pardon, entre autres, des documentaires de Pierre Carl, un peu underground, mais qui m'intéressaient. Et maintenant, je suis voilà dans cette veine où je révise un peu des classiques. J'essaie de découvrir, bien sûr, il y a de temps en temps quelques grands films dans les nouveautés. Voilà des films de James Gray, par exemple, c'est un des grands cinéastes vivants en activité pour moi. Et j'en oublie certainement, mais bon, voilà un petit peu de manière subjective mon parcours de cinéma, de passionné de cinéma. Merci beaucoup à toi, Chalao, pour le partage de ton parcours. C'est passionnant, vraiment. Je vais revenir sur certains points et te poser quelques questions. Ce qui ressort un peu, c'est qu'au-delà des films vus au cinéma étant jeune, tu as très vite adopté la démarche de regarder les filmographies par réalisateur. Alors tout simplement, est-ce que pour toi c'était plus marquant que l'actualité ? Alors j'ai peut-être ma mémoire qui est déformée, mais j'ai sûrement oublié de parler aussi, de dire aussi que depuis que j'ai 13-14 ans, donc depuis 93, donc ça fait presque 30 ans, je vais pas mal au cinéma, voire je vais souvent au cinéma, presque de manière ininterrompue, pour aller voir de l'actualité. Donc j'ai suivi tout ce qui s'est fait, les diverses modes hollywoodiennes successives depuis 30 ans. J'aurais pu parler du Seigneur des Anneaux, des Matrix, de certains blockbusters que j'ai bien appréciés, mais il faut croire que à long terme, ce sont pas tout à fait mes films préférés. J'ai pas tout à fait pensé à ça pour parler des films qui m'ont marqué, des films qui m'interrogent, qui sont vraiment parmi ceux que je préfère. Ça, de toute façon, c'est quelque chose qu'on choisit pas. Moi aussi, à une époque, j'allais beaucoup au cinéma. J'ai vraiment vu des très bonnes choses. Mais par contre, chez moi, en tout cas, le temps fait son œuvre. C'est-à-dire qu'on se rend compte après que ce qui marque et ce qui fait avancer un petit peu en tant que cinéphile, c'est parfois des choses plus anciennes. Ça n'enlève rien au film qu'on a vu au cinéma, hein, comme le Seigneur des Anneaux, qui est et reste très très bien. Mais je pense qu'on a en commun un attrait pour le travail de fouille. Par exemple, les classiques que tu voyais avec ton père. Tu disais que ton père te mettait des classiques, mais pour le reste, c'était quoi le type de cinéma que vous regardiez ensemble ? Disons qu'il y avait beaucoup de cinéma populaire qui passait à la télévision, mais aussi, comme pour moi, il y a aussi certains, comme j'ai parlé voilà, de Pagnol, de regain de Pagnol, il y a certains films
populaires, mais quand même très anciens et qui, pour moi, appartiennent un petit peu, c'est un peu pompeux de dire ça, mais à un certain patrimoine de cinéma français, cinéma de dialoguiste, Pagnol, je crois qu'il était académicien, dramaturge, et donc parmi les vieilles cassettes vidéo enregistrées à la télé dans les années 80, il y avait par exemple la trilogie marseillaise de Pagnol, Marius, Fanny et César, où il y avait aussi des vieux films, je crois que c'est Les Misérables de Raymond Bernard, une version avec Harry Bor, Charles Dulin des années 30, et mon père, parfois, lors de certains dimanches pluvieux, il insistait pour nous montrer ces films très anciens qu'il regardait quand il était lui-même adolescent, pour me faire découvrir aussi du cinéma romanesque un peu désuet, mais que moi j'aime bien. Hein, oui. Donc c'était pas que de l'actualité, il a essayé de nous faire découvrir dans cette direction-là en tout cas. C'est vrai que c'est important parce que moi j'ai souvenir avec mes parents, tu vois, on allait au cinéma, on allait voir forcément ce qui sortait parce qu'on n'avait pas à l'époque le ciné-club à disposition, donc je me souviens d'être allé voir des films aussi différents que des Terence Hill et Bud Spencer, d'être allé voir E.T. avec mes parents. Donc forcément, je reprends aussi ce que ton père a voulu transmettre aussi et qui apparemment a trouvé prise chez toi, c'est-à-dire que cette notion de patrimoine, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des films populaires qui sont magnifiques et très importants, mais il y a aussi tout un aspect du cinéma qui demande un petit effort pour s'y mettre au tout départ, mais qui représente oui, le patrimoine et puis l'histoire un peu du cinéma français. Oui, donc je pense que peut-être on peut dire avec le recul ce goût pour découvrir des choses, comme tu disais, un peu plus anciennes, un peu plus désuètes, c'est peut-être le point de départ, c'est peut-être grâce à ton père, quoi. Oui, indirectement, forcément, les nombreuses cassettes vidéo à la maison, et puis sinon on enregistrait les films qui passaient. Je faisais enregistrer à mon père des films au cinéma de minuit, des films plus anciens, par exemple des années 30 de Duvivier, donc des films plus anciens que ce qu'il regardait quand même habituellement. Et oui, c'est vrai aussi parce que actuellement je me replonge à nouveau dans des films plus anciens, donc je mets l'accent là-dessus. Mais c'est vrai que par ailleurs, oui, tu as mis l'accent sur quelque chose d'important aussi, c'est qu'il y a des films que j'appréciais pas au collège parce que c'est trop immature. Mais je les ai revus, je les ai appréciés au lycée, des films de James Cameron ou Henri Verneuil. C'est du cinéma populaire, mais pas pour les enfants, je trouve. Il faut un minimum de patience pour installer l'intrigue pour pouvoir les apprécier. Et puis il y a des films que j'aimais pas quand j'étais au lycée, mais que j'ai apprécié bien plus tard avec plus de maturité. Là encore, comme des films de Friedkin, comme du cinéma contemplatif j'ai cité Angelopoulos ou Tarkovsky, que j'ai apprécié plutôt en tant que jeune adulte. Et c'est vrai qu'il faut un minimum de patience pour rentrer dans un certain type de cinéma qui n'est pas conventionnel. Mais bon, c'est un exemple. Ensuite, je regarde aussi beaucoup de cinéma populaire. Voilà, il y a du cinéma facile, populaire, il y a entre guillemets, il y a du cinéma moins facile, ça dépend des envies et des moments. Oui, j'ai oublié plein sûrement plusieurs pans du cinéma, mais ouais. Quand tu parles de la période à laquelle tu regardais les films avec ton père, tu avais quel âge à peu près? Alors, je me souviens plus exactement, mais quand j'avais 8-10 ans, je commençais à voir des films. Ça devenait peut-être un petit peu plus conscient à 12-13 ans, où je crois que vers 92, mon père m'avait emmené voir L'Arme Fatale 3 en salle, et j'ai adoré ça. À cet âge-là, j'aimais bien les comédies d'action, et du coup, j'avais qu'une envie, c'est de voir les autres, hein, les deux films précédents. Donc quand ils passaient à la télé, on se le regardait. Mais bon, en tout cas, c'est le souvenir que j'ai. Ouais. Oui, donc pendant cette période de jeunesse, au niveau de l'accès des films, au-delà du fait d'aller au cinéma avec ton père, de regarder un peu les cassettes vidéo qu'il avait ou qu'il ramenait, il y avait donc aussi, comme tu disais, la possibilité de louer des films à la médiathèque. Et oui, exactement. Dans ma ville, il y avait une médiathèque, même un médiabus qui passait dans tel ou tel quartier selon les jours de la semaine ou du mois, et où on pouvait emprunter gratuitement des CD aussi, puis pour moi des cassettes vidéo, et ça a dû devenir des DVD depuis, bien sûr. Et il faisait la part belle à des films d'auteurs français dans la collection Les Films de ma vie, je pense, des vieux Truffaut en cassette vidéo. Et, euh, et c'est vrai que pour moi, il y a pas mal de films qui passaient pas à la télé tous les ans.
j'aurais pu citer dans les auteurs comme ça un petit peu Fassbinder ou autre. Et, un film, si on le trouvait en cassette, c'était une chance de le voir, un Truffaut un peu rare, parce que peut-être qu'il passerait pas à la télé ou la cinémathèque avant des années. Il y a certains films rares qui étaient difficiles à trouver, et ça a beaucoup changé avec les DVD. Et on peut commander des DVD sur Internet, des DVD américains Zone 1 pour des films rares. Et puis de nos jours, il y a beaucoup plus de choix. Hein, ouais. Ouais, donc différents dealers de films, si je puis dire. Les cassettes que ton père avait, les films que tu pouvais louer par le biais de la médiathèque, les films que tu voyais au ciné, et puis le cinéma de minuit. Donc, quelque part, un peu une chance d'avoir accès à tout ça. Et puis, la qualité d'avoir déjà, à cet âge-là, la curiosité de creuser des choses un petit peu plus pointues. Et donc, par la suite, donc, il y a la découverte de John Woo. Ça, c'est la période vidéoclub. Oui, voilà, ça a commencé plutôt pour moi peut-être plus tard que d'autres, hein, la période vidéoclub, fin du lycée, et puis un petit peu jeune homme, mais oui, à l'époque j'aimais bien louer, mais rétrospectivement, oui, il y avait pas mal de séries B, tout ça, et il y a plein de films que j'aimais bien, mais ensuite j'en ai pas cité tant que ça, parce que, ma foi, peut-être qu'à cette époque-là, fin des années 90, on avait un peu passé une sorte d'âge d'or de films d'action hollywoodien, de ce que j'ai pas dit, mais c'est ce que j'allais voir en salle dans les années 90 encore, hein, des Stallone, Schwarzenegger, hein, au début des années 90, du cinéma populaire que j'allais voir, un par star. Et, euh, et oui, la période vidéoclub, là, comme ça, c'est vrai que quand j'ai commencé le vidéoclub de quartier, il a fermé au bout d'un an ou deux, pour simplifier, et là où il y avait des raretés. Et sinon, il y avait ensuite des vidéoclubs des grandes chaînes, où il y avait peut-être un petit peu moins de choix, et il y avait beaucoup de films commerciaux récents, et dans les séries B un peu plus anciennes, il y avait moins de choix, donc euh, j'ai un souvenir de vidéoclub, mais j'en ai un souvenir moins important qu'à telle ou telle période de ma vie où j'ai eu un ou deux amis très cinéphiles. Par exemple, pendant des périodes de grandes vacances où on prêtait des tonnes de DVD ou de cassettes vidéo jusqu'au début des années 2010, j'avais le magnétoscope pour regarder des raretés qu'on me prêtait en vidéo. Et en tout cas, il y a des périodes de ma vie, de grandes vacances, où je bouffais des films 3-4 par jour, sous diverses formes. Ah oui, j'ai des périodes plus où je regardais des films parce qu'ils m'intéressaient, que ce soit des films populaires ou pas, je regardais parce qu'ils étaient en partie accessibles et qui m'intéressaient. Ensuite, j'ai pas trop théorisé pendant longtemps. Hein. Bon, c'est comme ça. Tu as raison, parce que moi, la période vidéoclub, je l'ai commencé par le biais du frère d'un ami qui avait un vidéoclub dans la ville où j'habitais, qui était un vidéoclub de passionnés, donc qui proposait aussi des films un peu plus rares que les nouveautés. Et puis, malheureusement, c'est une majorité de ces vidéoclubs-là n'ont pas résisté à l'arrivée des chaînes. Je sais pas si tu as souvenir des chaînes, les vidéos futures, où au fait de louer des films est venu se greffer l'aspect commercial, c'est-à-dire qu'il y avait généralement c'était moins cher si tu louais 3 films, sauf que le film qui était le plus demandé, où il y avait moins de copies, le film qui venait d'arriver peut-être 6 mois après sa sortie en salle, c'était, je vais dire une bêtise, hein, parce que moi je parle en francs, hein. C'était peut-être 20 francs pour les films plus récents. Le deuxième, ça devait être 15 francs. Et le troisième, donc, était généralement, dans ces chaînes-là, était offert. Ce qui permettait aussi d'avoir un choix principal, d'avoir un choix secondaire, et puis pour le troisième choix, de se tourner vers, en tout cas en ce qui me concerne, c'était plus vers des séries B que j'aurais pas forcément loué comme ça d'emblée. Je sais pas si toi c'est aussi parmi les grâce à ce biais-là, enfin par ce biais-là que tu as pu voir des séries B. Entre autres. Mais disons que oui, dans ces vidéoclubs de chaîne, c'est vrai que s'il y avait parfois si on louait plusieurs films, ils avaient plutôt des films très récents, hein, dès que ça avait 5 ou 10 ans,
dans mon souvenir, il est revendé, enfin ça disparaissait des rayons. Et donc dans les films très récents, parfois, s'il n'y en avait qu'un qui m'intéressait, parfois on se forçait à en prendre 2 ou 3. Il n'y en avait qu'un bien dans le lot. C'est comme quand j'allais voir 3 films en une journée à la fête du cinéma quand j'étais au collège, et je me forçais à voir 3 films avec des copains, et il n'y avait qu'un des 3 qui était vraiment bien, et les 2 autres c'était des films plus médiocres. Et donc ces vidéoclubs de chaîne, c'est pas forcément ce que je préférais. Par contre, il y avait pendant quelques années, au tout début du vidéoclub, enfin, en tout cas pour moi, un vidéoclub un petit peu excentré à l'ancienne, et qui lui, donc à la fin des années 90, mais qui avait ce vidéoclub de quartier, qui avait de nombreux films qui avaient plus d'une douzaine d'années. Et moi, justement, j'ai un faible pour des séries B plus anciennes, dans les années 80 ou 70, et qui avaient, je trouve d'ailleurs, de meilleurs doublages. Les acteurs avaient chaque acteur avait un doublage qui avait du charme, il y avait des répliques qui étaient bien traduites dans les doublages, c'était assez croustillant. Et je préfère peut-être le charme de ces vieilles séries B. Alors je dis séries B, il y avait entre autres aussi des très bons films de Carpenter, des Carpenter un peu rares, par exemple, qui là étaient disponibles, alors que qui n'étaient pas disponibles dans un vidéoclub de chaîne plus petit, peut-être parce que c'était plus petit et avec que des films plus récents et pas tous qualitatifs, dans le souvenir que j'ai, quoi. Ça, tu as raison de citer Carpenter, parce que Carpenter, bon, maintenant il est connu et reconnu. Maintenant, pendant longtemps, il faisait du cinéma, des séries B. Enfin, il a quasiment toujours fait des séries B, mais dans l'esprit des gens, la série B, c'est moins qualitatif, alors que c'est pas le cas, c'est du cinéma bis, donc généralement, effectivement, avec des budgets un peu moindres, mais qui forçaient peut-être, et certainement d'ailleurs, les cinéastes à être plus inventifs dans leur façon de filmer, dans le côté un peu subjectif de leur film, quoi. Et donc, oui, effectivement. Et puis moi, en ce qui me concerne aussi, quand j'allais dans les chaînes de vidéoclub, c'était aussi parfois les pochettes des films de série B qui te vendaient du rêve, et les pochettes étaient souvent bien mieux que les films. Oui, c'est vrai, c'est la même chose un peu dans les vieux jeux vidéo des années 80, tout pixelisé d'Amstrad. Les pochettes étaient très belles, les jeux étaient un peu moins bien, en tout cas moins beaux. Oui, ça c'était un petit peu une sorte de charme de cette époque, hein, l'aspect commercial. Mais oui, tu as raison, hein, en parlant des séries B, peut-être que pour un certain grand public, la série B c'est plutôt péjoratif. Hein, mais ça pas bon, les séries Z c'est quand même pire que les séries B. Peut-être que la série B c'est une expression qui était péjorative, mais dans les années 50, mettons, hein, l'époque de films de Samuel Fuller ou autre, mais qui étaient bons. Mais depuis au moins 40-50 ans, chez les amateurs de cinéma, hein, en tout cas, c'est mon avis, une série B, c'est quelque chose qui a un charme, qui a une patte, et ça peut être très bon. C'est du film de genre qui peut avoir des thématiques, qui peut avoir du cœur, du corps, de l'âme, n'est-ce pas, et qui c'est pas du tout péjoratif. Une série B, c'est du cinéma peut-être un peu plus accessible, mais qui peut être aussi profond que du cinéma d'auteur qui a une démarche simplement différente. Pour revenir un peu sur les claques cinématographiques que tu évoquais, notamment la première, tu parlais de Kitano. Qu'est-ce qui t'a foudroyé en quelque sorte chez lui? Disons que Kitano, contrairement aux rares films japonais que j'avais vus précédemment, quand j'avais donc à l'époque 16-17 ans, hein, vers 96-97, il n'y avait pas seulement un côté un peu film d'auteur, contemplatif, très classique, un peu rébarbatif quand même, on peut dire un peu ancien, mais il y avait une sorte d'humour noir, d'humour absurde très particulier, et cet humour était lié par l'art du montage à, à une certaine violence, à des scènes ludiques, à un côté tragicomique, et je trouvais ça très moderne comme style de cinéma, dans le montage atypique. La musique de Joe Hisaishi, qui est l'un des meilleurs compositeurs de l'histoire du cinéma pour moi, hein, le compositeur fétiche de Kitano, et ça forme un tout, et ces films polar, ou plutôt polar yakuza, qui sont mes préférés, ils ont vraiment quelque chose de fascinant. Et puis Kitano, qui est j'ai oublié de préciser, acteur et réalisateur à la fois, dans la majorité de sa carrière. Et ça, c'est important, quoi. C'est un acteur qui a un rôle
de clown triste, mais qui peut être aussi sadique et qui est un personnage tout à fait surprenant qui est une sorte de Buster Keaton, mais qui ne ferait pas de cascade. Alors, bon, c'est pas la bonne comparaison peut-être, mais bon, il a un côté, il est volontairement monolithique, mais en même temps, il exprime beaucoup de choses. Et puis le personnage, comme l'homme, comme le réalisateur, ont un humour atypique, et c'est vraiment un univers tout à fait particulier. Dans le parcours que tu évoquais, tu parlais de l'arrivée du DVD qui a correspondu pour beaucoup de cinéphiles et pour toi aussi, j'imagine, un peu une petite révolution. D'une part par rapport à la qualité de ce qui était proposé et puis aussi et surtout avec l'arrivée des bonus où on avait accès un peu à des informations sur les coulisses du film. Donc ça, j'imagine que en tant que cinéphile, c'est quelque chose qui a dû te passionner. Oui, les bonus, bien sûr. Au tout début des DVD, en tout cas, surtout ça m'a fasciné. Mais les bonus ne sont pas toujours d'excellente qualité, hein. Honnêtement, parfois c'est du promotionnel. Parfois, quand j'écoutais les commentaires de réalisateurs, maintenant ça m'arrive rarement de les écouter en entier, hein, que ce soit un cinéaste, par exemple Francis Weber. J'ai regardé un commentaire entier du film Le Placard. Je crois que c'est Le Placard. Comme il était scénariste, dramaturge, il dirige les acteurs, réalisateurs. Il avait vraiment de nombreuses remarques pertinentes à faire sur tout le film. Mais ensuite, rétrospectivement, je ne regarde plus toujours tous les bonus. Hein. Ça dépend vraiment des films. Hein. Mais maintenant, c'est surtout la nouveauté du DVD, qui reste toujours moderne parce que je suis toujours pas passé au Blu-ray. Eh bien, c'est que l'image est vraiment belle. On le regarde plusieurs fois, ça ne s'use pas. Donc, contrairement à la cassette vidéo. Et puis voilà, on n'a pas à réembobiner. Et puis on a et voilà les avantages principaux. Puis la VO, ça c'est beaucoup plus démocratisé avec ça, quoi. Oui, c'est vrai. Ne serait-ce que le fait d'avoir accès à plusieurs langues, donc la VO, pouvoir passer de la VO à la VF, c'était déjà quand même incroyable à l'époque. Et puis cette qualité, effectivement, que les gens ne peuvent pas imaginer le gap qu'il y a eu de qualité entre une VHS qui, à force de la regarder, était complètement délavée. Et quand les DVD sont arrivés, c'était, pour moi en tout cas, c'était incroyable. Beaucoup plus, effectivement, ça on le dit assez souvent, qu'entre le DVD et le Blu-ray. Bon, moi je suis passé au Blu-ray, mais ouais, effectivement, la qualité du DVD. Puis ben, comme tu disais, quand tu as découvert des films comme ceux de John Woo en qualité un petit peu médiocre, j'imagine que quand tu as eu l'occasion de les revoir en meilleure qualité, tu les as d'autant plus appréciés. Oui, oui, c'est vrai que John Woo, c'est quelqu'un que j'ai redécouvert par la suite. Hein, et et puis par ailleurs, oui, moi aussi, je suis pas forcément un inconditionnel des nouveautés technologiques, et la 3D au cinéma. Je ne sais pas si c'est parce que je porte déjà des lunettes, mais ça m'a toujours fatigué de porter une autre paire de lunettes sur mes lunettes. Et puis j'ai jamais vu vraiment les effets 3D ou autres. Mais non, depuis le DVD, j'ai pas beaucoup de nouveautés technologiques qui m'intéressent. Mais oui, oui, en effet, ouais, le DVD, ça reste pratique, et puis ça prend 2 fois moins de volume aussi qu'une cassette, hein, pour les ranger. Quand on a un espace limité, c'est important aussi, hein. Pour reprendre un peu sur les claques que tu évoquais, et notamment, enfin, la deuxième que tu as évoquée, c'est Tarkovsky, que tu as découvert par le biais d'un ami, qui est très différent de Kitano. Donc, qu'est-ce qui t'a plu chez Tarkovsky? C'est complètement différent, oui, sauf que Kitano a parfois des petits passages contemplatifs, des plans fixes assez lents. Mais oui, en effet, Tarkovsky et puis Angelopoulos, que je rapproche de Tarkovsky, c'est des cinéastes de plans séquences, généralement en mouvement, mais comment dire, alors c'est du cinéma pour moi poétique, mais qui a un côté sensoriel. Ce sont des expériences, hein, chaque film de Tarkovsky, mon préféré c'est Stalker de 79, et c'est une sorte de film d'anticipation minimaliste avec une sorte de quête, 3 personnages qui sont à pied, ils font un road movie à pied, si j'ose dire, où ils passent 2h40 à 2h30
à parcourir 400 mètres à pied, mais il s'arrête plusieurs fois pour avoir des discussions philosophiques. Et puis, on ne sait pas si c'est dans la nature ou dans des ruines recouvertes par de la mousse. L'époque, le lieu sont indéterminés. Et c'est du cinéma tout à fait qui désarçonne, c'est du cinéma original. Et oui, voilà, c'est vraiment des expériences. Et il a vraiment, comme les cinéastes que j'aime, un vrai univers. Hein. Oui, donc aimer des cinéastes différents pour des choses différentes. Et puis pour venir enfin à ce que je pense on peut appeler ta plus grosse claque cinématographique, qui fera l'objet d'un podcast à part entière si tu veux bien. Ah oui. Donc là, on va aborder le cinéma de Bollywood. Pour aborder ce cinéma-là, quel est ton premier souvenir? Quel est le premier film de Bollywood que tu as vu et qu'est-ce que ça a déclenché chez toi? Alors, si je me souviens bien, début des années 2000, vers 2001, je crois, en France, dans un cinéma d'auteur en VO, j'avais vu Le mariage des moussons, qui est un très bon film indie. Alors, est-ce que c'est un Bollywood? C'est pas un film avec des chansons, c'est un film autorisant de Mira Nair, mais il y a certains acteurs de Bollywood. Et c'était un très beau film, une sorte de film d'auteur, mais populaire, accessible, Le mariage des moussons. Et ensuite, comme pur Bollywood, à Vienne, je crois que peu de temps avant la cinémathèque, enfin la rétrospective de la cinémathèque, j'avais vu Lagan en salle. Et Lagan, c'est sur une bande de villageois indiens au 19e siècle qui jouent au cricket contre des occupants, enfin, des colons anglais. Et il y a tout un enjeu là-dessus. Et j'avais un peu peur en allant voir ce film 3h45 avec un entracte. Il y avait des longues scènes de cricket qui, a priori, ne m'intéressaient pas trop. Hein. Ces sports anglo-saxons, je n'y connais pas grand-chose. Et en fait, il y a des chansons tellement splendides qui rythment intelligemment le film que à la moitié du film, pendant l'entracte, on avait envie vite de retrouver le film, de savoir ce qui se passe dans la suite du film. Et puis à la fin du film, je trouve que c'était un chef-d'œuvre qui avait une ampleur et malgré quelques rares défauts, oui, ça me veut vraiment marquer. Ouais, je pense que c'est Lagan. Un pan du cinéma entier, Bollywood. En tout cas, si tu es d'accord, on refera un podcast spécifique là-dessus. Ah oui, avec plaisir. Parce que tu as tellement creusé le sujet et c'est un cinéma qui est tellement étonnant, tellement riche, que ça mérite un podcast à part entière. Par la suite, dans ton parcours, tu évoquais le fait de t'intéresser au documentaire. C'est une forme cinématographique particulière pour toi, le documentaire? Oui, alors depuis pas très longtemps, parce que moi, pendant longtemps, je croyais que le documentaire, c'était pas du cinéma, et voilà, un peu comme pour les séries. Bon. Alors, le débat reste ouvert, mais disons que moi, je suis tellement habitué tout simplement à voir un film en salle, qui est un format long métrage, 1h30, bon, que parfois, je me suis dit, tiens, un documentaire format long, qu'est-ce qu'ils ont à dire par rapport à un simple reportage télé? Et, euh, oui, il y a des documentaires alors plutôt du français. Hein, je suis pas un fan par exemple, de Michael Moore, de documentaires américains. Je saisis pas toujours les enjeux, mais oui, j'ai vu la quasi-totalité des documentaires de Pierre Carl, qui fait des documentaires soit politiques, soit il a fait un documentaire, par exemple, un portrait du professeur Choron, qui est tout à fait hallucinant, Choron dernière. Ou alors il a fait des documentaires sur le traitement d'information par les médias, qui est un sujet passionnant. Voilà, sinon Depardon qui est assez réputé, et, il a fait quelques documentaires sur des personnes qui sont dans un asile et il y a dans les documentaires quand il y a des vrais gens. Je pense aussi à un documentaire qui s'appelle Merci Patron. Il y a des vrais gens qu'on voit et ces personnages sont plus surprenants que n'auraient été les meilleurs acteurs dans des films de fiction. Oui, voilà, ça raconte des choses différentes qu'on n'aurait pas pu raconter de la même manière dans une fiction. Quand un documentaire est bien fait, avec un peu pris sur le vif. Hein. Moi, j'ai pas trop connu à l'époque les émissions striptease où a débuté Pierre Carl avant de faire des documentaires de long métrage. Mais oui, j'aime bien un petit peu ce style incongru et original.
Oui, et pour faire le pont par rapport au cinéma, on peut aussi citer William Friedkin, qui a commencé par le documentaire, qui en a fait des très très cotés avant de se mettre au cinéma, et dans son cinéma aussi d'avoir un aspect très documentaire et très, très réaliste. Dans la suite de ton parcours, tu parlais, tu évoquais des séries, notamment que tu voyais sur Canal+. Quelles séries t'ont marqué? Disons que c'était finalement pas mes préférés, mais quand j'ai commencé à percevoir que la télé, contrairement à ce que je croyais, c'était pas seulement du cinéma de troisième zone, entre guillemets, à la Navarro, désolé pour les amateurs des séries de TF1. Et bon, vers 2009, je crois qu'il y avait la première saison de Braco et Pigalle sur Canal. Et je me suis dit, mais ça peut être très bon, hein, de séries télé. Je trouve que c'est très bon, c'est mieux que la plupart des films français sortis l'année écoulée. Bon, depuis, il y a d'autres séries françaises que je trouve mieux, hein, Le Bureau des légendes, Ainsi soit-il au pluriel, une série sur les séminaristes qui était passée sur Arte. Mais bon, je préfère quand même des séries anglo-saxonnes, hein, et des séries américaines qui sont pour moi quand même, malgré quelques petits défauts, des chefs-d'œuvre en grande partie, comme Game of Thrones, Hannibal ou encore The Leftovers. Hein. Euh, ensuite, il faut pas faire la saison de trop, quoi. Ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi. Dans les séries, il y a vraiment de la qualité. Parfois plus que dans certains films. C'est autre chose, mais très bien aussi. Dans les cinéastes plus récents que tu évoquais, il y a autre chose que je partage. C'est l'admiration pour James Gray, dont j'ai vu Ad Astra là récemment, et j'ai trouvé que c'était une belle claque. J'ai conscience que c'est peut-être pas le préféré de tout le monde. Je sais que The Lost City of Z est très coté. Toi, lequel serait ton préféré? Alors je trouve que c'est un chef-d'œuvre, mais je dirais plutôt La Nuit nous appartient, parce qu'il y a un côté film noir qui me fait penser un peu à Michael Mann, donc forcément j'aime beaucoup. Et un film noir, mais avec certaines séquences d'action, mais qui sont filmées en plan séquence, qui sont filmées, mais des scènes d'action, mais en même temps c'est un film d'auteur. Hein, c'est difficile à expliquer, mais avec une exigence. Et oui, celui-là, Little Odessa, enfin je trouve qu'il est pour un cinéaste assez jeune, hein, il doit avoir 52 ans, il a fait surtout des chefs-d'œuvre, hein, à mon goût. Et dans les plus cotés maintenant, les Christopher Nolan, les Zack Snyder, est-ce que tu penses qu'ils apportent encore quelque chose, ou est-ce que tu trouves que c'est un petit peu en deçà des cinéastes un peu plus anciens? Alors Zack Snyder pour moi c'est un petit peu en deçà. Alors je maîtrise pas très bien. Bon, je trouve qu'il a un style grandiloquent très distinctif, mais euh, c'est pas mes films de super-héros préférés parce que c'est un petit peu sa spécialité. Hein, je pense en proportion de ce qu'il a tourné pour simplifier. Euh, alors que Nolan c'est déjà mieux, je trouve. Hein, il avait aussi traité du personnage de Batman, mais Nolan il se l'est plus approprié. Et d'ailleurs, mes Nolan préférés, c'est surtout sa trilogie Batman, et plus que d'autres films que je les adore pas tous. Mais dans sa trilogie Batman, pour moi, c'est vraiment une coproduction anglo-américaine. Hein. Nolan est un Anglais, et il y a pas mal d'acteurs britanniques dans les trois films de la trilogie, hein, notamment les méchants, je crois. Et, euh, et puis il y a Michael Caine qui fait un Alfred très british, et cette trilogie en VO, elle a des acteurs excellents, il y a un humour anglais dans les dialogues, il y a une finesse, et il y a une sorte d'exigence presque hyper réaliste, entre guillemets, de cinéma d'auteur, qui se mêle à des blockbusters, hein, et qui essaie de justifier un côté presque crédible et presque réaliste de chaque invraisemblance qui est ainsi justifié par le scénario, les dialogues. Mais oui, il y a un côté un peu anglais que j'aime bien, un peu british. Ouais. Mais Nolan, j'aime en partie beaucoup. Ça montre bien que le parcours est pas fini, qu'il reste encore des choses à découvrir, en espérant qu'on se prenne à l'avenir encore des claques équivalentes à celles qu'on s'est déjà pris. Par rapport justement à ton rapport au cinéma, avec l'expérience que tu as maintenant, le nombre de films que tu as vus, tu dirais que tu es plus exigeant, tu as d'autres exigences, comment ça évolue à ce niveau-là? Alors, j'imagine que je suis plus exigeant dans certains genres, j'en attends plus peut-être de certains cinéastes, mais
mais je suis moins exigeant pour d'autres genres. Je pense que ça peut varier selon les humeurs, selon les types de cinéma. Comme tu disais, chaque type de cinéma est un type de proposition différente, hein, et puis selon l'humeur, on peut plus ou moins apprécier 20 films selon les moments. Oui, oui, ça dépend. J'espère découvrir encore de nouvelles choses. À titre perso, je dirais, je ne sais pas si je me fais cueillir, mais je me fais surprendre. Là, dernièrement, c'est le film Mandy, hein, du fils de. Ah oui, très Ah, bon, ouais. Mm. Cosmatos. oh, je ne trouve plus son nom. Voilà, c'est ça. Et donc, effectivement, là, pour le coup, j'étais surpris. Surpris parce que là où il en est arrivé dans sa carrière, Nicolas Cage commence à nous pondre de plus en plus rarement des choses valables. Et en plus, là, au niveau de la réalisation, même si ça n'invente rien, je trouvais qu'il y avait quand même une patte là qui se dessine. Et je pense que ce jeune-là, dans les années à venir, ça sera quelqu'un à suivre. Oui, c'est sûr, pour moi c'est quelqu'un à suivre. Et comme tu dis en même temps, ça n'invente rien. Moi, ce que j'ai aimé justement, c'est pas une critique, c'est un style un peu intense, comme le cinéma des années 70, un peu Argento ou un peu un cinéma un peu psychédélique. Et de nos jours, moi, quand tu as des cinéastes jeunes comme Ari Aster qui fait Midsommar, ou du cinéma qui a un côté contemplatif, un peu étrange dans l'épouvante, ou en général, quand tu es un cinéaste assez jeune, mais qui fait du cinéma classique, un peu à l'ancienne, qui se réfère à des choses plus anciennes, pour moi, c'est pas forcément un mal, hein, ou un cinéaste qui refait des westerns ou des James Mangold qui fait souvent des westerns ou westerns déguisés dans ses films. Il a fait ou alors qui fait des films un peu dans un style comme dans le style de l'âge d'or d'Hollywood. Quand il fait Le Mans 66, il y a 2 ans, ça c'est l'un de mes films préférés de 2019. C'est un film un peu à la Howard Hawks, un film d'amitié virile, une rivalité, une histoire d'homme dans le milieu de la course automobile. Donc peut-être que moi, soit j'aime bien des nouveaux films, mais qui ont un style un peu classique, mais il n'y a pas toujours de la nouveauté, pas forcément, ou soit, encore une fois, je revois plein de films plus anciens que je croyais apprécier, mais j'avais mal, comme je les avais un petit peu gobés, j'avais mal regardé la mise en scène, j'avais pas trop bien écouté la musique, je m'étais pas aperçu à quel point ils étaient bien faits, ils étaient bien conçus et ils supportaient de multiples revisionnages. Oui, voilà. Oui, ça c'est un aspect qui est intéressant aussi. Le fait de se dire que un même film vu à des époques différentes, avec un peu plus de maturité, un peu plus d'intérêt porté à la réalisation, comme tu dis, à la musique, peut faire réviser un jugement complètement. Ça, c'est. Oui, en général à la hausse. Hein, oui, Il y a un film notamment où j'ai eu 3 avis complètement différents. C'est Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin de Carpenter. Je me souviens de l'avoir vu gamin, j'avais adoré. C'était un peu le côté cartoon qui m'avait plu. Jeune adulte, je l'avais vu, j'étais passé complètement à côté de l'humour. Je sais pas, c'était peut-être une époque où j'étais moins sensible à ça, donc j'ai vraiment pas aimé. Et puis je l'ai revu 3 fois l'année dernière. Je me suis dit, ben voilà, peut-être que je suis arrivé à un âge où l'ironie, les références, le second degré, je les ai maintenant, et donc je peux entre guillemets apprécier le film à sa juste valeur et lui donner la place qui est la sienne, c'est-à-dire un petit classique, quoi. Ah mais moi c'est par exemple un film à côté duquel je suis passé. Bon, je devais le voir au moins une fois il y a très longtemps, mais ça m'avait tellement déstabilisé parce que c'est très très différent des autres Carpenter. Hein. Et donc, mais bon, je comprends ta démarche. Là c'est une démarche cohérente. Ça semble logique. Moi, il y a un peu deux types. Il y a deux types de films. Il y a des films que j'aimais bien quand j'étais très jeune au collège, de type Cobra, L'Arme Fatale 3, et que maintenant j'aime beaucoup moins parce que je trouve que ça a beaucoup vieilli, l'humour, le rythme. Et par contre, il y a surtout des films que je trouvais bons. J'avais cité l'exemple de Deliverance, de films de Friedkin comme French Connection, voilà, des années 70, des films que je trouvais bons, mais un petit peu, peut-être un peu avec des longueurs, hein, quand j'étais un peu trop jeune pour apprécier ça. Et quand plus je les revois et plus je les réévalue à la hausse, et je m'aperçois que et plus je les revois, et plus je, je les maîtrise entre guillemets. Enfin, j'essaie de les posséder, de mieux les connaître en les revoyant, mais aussi parfois en écoutant des critiques, rappeler les thématiques. Ça, c'est aussi important d'écouter
l'avis des critiques, certains que je suis en tout cas, pour défricher tout ça, pour approfondir. C'est vrai que, bon, sauf des choses qu'on déteste ou des choses qui sont vraiment médiocres, je pense qu'un avis est jamais complètement figé. Moi, je sais qu'il y a des films que j'ai dû revoir plusieurs fois et qu'on m'avait conseillé. Et c'est en s'y collant plusieurs fois et puis en se disant, bon, ben, ce film-là est considéré comme un classique. Il doit y avoir, ça doit être à juste titre. Peut-être que là, pour l'instant, je l'ai regardé. J'ai pas encore tilté sur la chose qui me fera considérer ce film-là comme un classique. Oui, effectivement, il y a des films ou des musiques ou des choses dans la vie où pour les apprécier, faut persévérer. Et donc ça, je pense que c'est une des définitions entre guillemets du cinéphile, quelqu'un qui cherche et qui est ouvert à des découvertes, qui a des espèces de clauses de revoyure entre guillemets, où effectivement on peut être amené à réévaluer des œuvres. Donc ça fait partie pour moi aussi du parcours du cinéphile. Oui, c'est sûr. En tout cas, moi, en prenant de l'âge, j'espère que je vais pas devenir un vieux con, à être moins curieux sur des nouveautés. L'avenir nous le dira, mais en tout cas, oui, c'est vrai que je suis très attaché à des films anciens. Et plus le film est vieux, et plus le film prend des décennies, et plus paradoxalement, je le revois et je le connais mieux et j'y suis plus attaché. Et donc, plus il est important, et plus j'y pense entre guillemets. J'y repense, je le reconseille à des gens, parce que maintenant, des films des années 70, pour moi, c'est pas du cinéma très ancien, mais ça a 50 ans. Ça, il y a des films qui ont un demi-siècle et qui sont quand même la Route sauvage, ça a plus de 50 ans, mais c'est d'une violence, c'est très moderne, du point de vue de l'action, qui a inspiré John Woo, ou du point de vue du romantisme, mais bref, oui, c'est vrai que les films, il faut séparer le bon grain de livret dans les nouveautés, puis j'espère que les meilleurs films restent. Hein. Bon, bah écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ce parcours, pour toutes ces anecdotes et puis tout ce que ça apporte aussi à ceux qui nous écoutent. Si eux, de leur côté, ben, leur parcours est similaire, s'il est différent, selon l'âge, selon les opportunités qu'ils ont eues de découvrir des films. Il y aura peut-être aussi parmi les gens qui écoutent, des gens qui vont très peu au cinéma, parce que ça, parmi les plus jeunes, j'en connais beaucoup quand même, hein, qui ont une bonne expérience entre guillemets des films, mais pas au cinéma, sur le petit écran. Alors après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est pas pareil, je sais pas si toi tu as un avis aussi là-dessus sur le fait de découvrir un film en salle ou sur un écran, sur une télé. Pour toi, c'est quelque chose de complètement différent? Oui, c'est différent. Mais bon, un film, c'est avant tout une œuvre qui est un long métrage, en gros. Et bon, forcément, on sait mieux le découvrir en salle, hein, pour une grande partie des types de films. Ensuite, ça dépend. C'est vrai, c'est un film très intimiste ou très spectaculaire. Et puis, forcément, il y a aussi la plupart des films qui étaient trop anciens pour qu'on ait pu les voir en salle lors de leur sortie. Et c'est pas forcément facile de revoir ça dans des cinémathèques du coin. Donc, oui, il y a diverses manières de regarder les films. Oui. Le principal étant quand même que les gens ne regardent pas majoritairement les films sur leur smartphone, parce que c'est quand même pas les conditions idéales pour le faire. Je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Ah bah de rien, hein, c'est moi. Et puis c'était extrêmement riche. En plus, pour une première, bah, là je pense que on a intérêt à s'accrocher pour faire plus dense et plus riche que ton parcours de cinéma. J'ai rarement vu ça. En tout cas, encore merci. Et puis ben si jamais tu en es d'accord, on se retrouvera un moment pour faire une vidéo, mais cette fois-ci spécifiquement sur le cinéma de Bollywood. Très volontiers. Eh ben merci encore. Et puis à bientôt. À très bientôt. Merci Chalao. Salut, à bientôt. Voilà, j'espère que le format vous aura intéressé et puis je vous dis à bientôt pour d'autres parcours ciné. À bientôt.